Alors, on va continuer à étudier la diffraction de Fraunhofer avec un exemple concret, c'est l'exemple de la diffraction par une fente. Alors cet exemple de la diffraction par une fente, on l'a déjà traité. Je vous rappelle la figure de diffraction qu'on a, on peut la relier à la fonction de transmission pupillaire et quand la distance est suffisante, on peut faire quelques approximations. Et dans ce cadre-là, ce qu'on avait pu exprimer, c'est l'expression exacte de cette figure de diffraction. Donc elle faisait intervenir des intégrales de Fresnel, xi, eta, et elle était valable qu'on soit assez proche de la pupille ou bien qu'on soit très éloigné. Là, on s'intéresse désormais uniquement au cas où on est très éloigné. C'est-à-dire qu'on va pouvoir négliger un terme, le terme de Fresnel, pour ne conserver que le terme de Fraunhofer et nous placer dans la diffraction de Fraunhofer, ce qu'on a présenté dans la vidéo précédente. Dans ces conditions, eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que la figure qu'on va observer est directement reliée à la transformée de Fourier, la pupille. Donc, on connaît notre pupille, on calcule sa transformée de Fourier, exprimée initialement en fonction des coordonnées dans l'espace réciproque kx et ky. Et ces coordonnées dans l'espace réciproque, on peut les relier aux coordonnées sur l'écran d'observation et on en déduit l'intensité en fonction des variables x', de la distance de propagation et de la longueur d'onde. Donc on voit la démarche ici, elle est plutôt simple et il faut qu'elle soit claire pour vous. Il y a 3 étapes, il n'y a pas d'étape complémentaire. La première étape, c'est qu'on exprime la fonction de transparence pupillaire. Donc on avait fait toute une vidéo sur cette fonction de transparence pupillaire, on avait déjà vu différents cas. Donc ça, c'est l'étape de base. Si vous vous loupez sur cette étape, vous pouvez être sûr que vous n'aurez pas à la fin la bonne figure de diffraction. Ensuite, eh bien, on utilise tout ce qu'on sait sur la transformée de Fourier pour calculer la transformée de Fourier de cette fonction de transparence pupillaire. Et la dernière étape, eh bien, on remplace les variables kx et ky par ce qui va nous permettre d'avoir la figure sur l'écran d'observation, donc kx qui vaut 2pi x' sur lambda z0 et quelque chose de similaire pour ky, donc ces relations on avait décrit d'où elles venaient également dans la vidéo précédente. Et tout ça, ça nous permet eh bien, d'avoir le profil d'intensité. Bon, on va essayer de mettre ces 3 étapes en pratique pour l'étude de la diffraction d'une fente dans le régime de Fraunhofer. On va commencer par une fente qui est infiniment fine, donc de largeur qui tend vers 0. Première étape, on trouve la fonction de transparence pupillaire. Qu'est-ce qu'on a? On a, suivant x, on a un Dirac, et suivant y, ben là on n'a pas de limitation verticale, donc c'est 1. Ce que je fais ensuite, je vais chercher la transformée de Fourier de f, ça va me donner grand F. La transformée de Fourier d'un Dirac, c'est la fonction constante, donc ça va me donner 1, et la transformée de Fourier de 1, c'est un Dirac, donc suivant ky, j'aurai un Dirac. Alors ici, dans ma fonction de transparence pupillaire, j'ai un produit, delta, un Dirac suivant x et 1. Là, ces deux quantités jouent sur des axes différents. Donc, quand je fais ma transformée de Fourier, je peux conserver un produit. Ça y est, du coup, j'ai ma transformée de Fourier. Je peux exprimer eh bien, mon profil d'intensité. Et ce que j'aurai, c'est que mon profil d'intensité, c'est un Dirac suivant la direction y'. Donc voilà, ce que j'ai, c'est une diffraction dans la direction qui est orthogonale à la direction de la fente. Donc ça, c'est une propriété assez générique de la transformée de Fourier. Les directions qui apparaissent dans la transformée de Fourier, dans l'espace réciproque, sont orthogonales aux directions dans l'espace direct. Donc là,
ce qu'on a, c'est que pour une fente infiniment fine, l'éclairement ne va pas dépendre de la position de x'. Ce qu'on voit aussi à travers l'expression de notre intensité, c'est que plus on va s'éloigner de la fente, plus l'éclairement va diminuer. Alors en pratique, ce qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est que la fente infiniment longue n'existe pas, car il y aura toujours une dimension finie pour le faisceau qui éclaire cette fente. Si c'est par exemple un faisceau laser, ce sera la taille du spot laser. Donc ça peut aussi intervenir dans les images qu'on va observer de diffraction. Ce qui est plus intéressant que la fente infiniment fine, c'est d'étudier une fente qui a une certaine largeur. Ici, on va la noter Lx, donc c'est une fente suivant x. Donc, je rappelle, première étape, on cherche la fonction de transparence pupillaire. Donc ici, ça va être une porte, suivant x, de largeur Lx, suivant y, eh bien, c'est une fonction constante, donc 1. Ensuite, eh bien, je prends la transformée de Fourier de cette fonction de transparence pupillaire. Et là, ce qu'on sait, c'est que la transformée de Fourier d'une porte, c'est un sinus cardinal. Ici, j'ai remis les relations qu'on a quand on utilise temps et pulsation comme variable conjuguée. Donc là, on a presque le résultat. Il faut juste prendre en compte que notre porte, elle n'est pas d'une largeur 1, mais d'une largeur Lx. Et pour ça, eh bien, on va recourir à la formule qui nous donne la transformée de Fourier d'une fonction dilatée. Ça, on l'avait vu ensemble dans le chapitre 1. La transformée de Fourier d'une fonction dilatée d'un facteur b, eh bien, c'est la transformée de Fourier de la fonction, mais dilatée d'un facteur 1 sur b et multipliée par la valeur absolue de b. Donc, si j'applique tout ça à f, voilà ma transformée de Fourier grand F, ce sera Lx, sinus cardinal kx fois Lx divisé par 2, et suivant la direction ky, eh bien j'aurai un Dirac. Donc là, mon profil d'intensité, quand je remplace kx, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner un profil d'intensité qui aura comme forme caractéristique un sinus cardinal au carré. Donc là, on a la forme caractéristique de la figure de diffraction quand on se place dans le régime de Fraunhofer. Et là, maintenant, on ne peut plus dire que l'éclairement est constant, il va présenter des oscillations. Là, j'ai représenté ici la forme d'un sinus cardinal de x, pris au carré, donc des oscillations. On avait eu l'occasion déjà de discuter cette forme, et on a des passages à 0 quand x vaut pi, vaut moins pi, ou de manière plus générale, un multiple entier de pi. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder ça aussi en échelle logarithmique, parce que je vous rappelle, l'œil est sensible sur une dynamique importante. Et sur une dynamique importante, on voit clairement où se trouvent les minima. Donc ce qui va être bien sûr intéressant, c'est de calculer la position des minima. Donc ces minima, on les a, si on raisonne en termes de kx, quand kx vaut 2m pi sur Lx. Si on veut raisonner par rapport aux coordonnées dans la figure d'observation, ce sera quand x' et un multiple entier de lambda z0 divisé par Lx. Donc là, il y a plusieurs choses qu'on peut remarquer. La première, c'est la dépendance de la position de ces minima par rapport à la taille de la fente. Et là, ce qu'on voit, c'est que plus la fente est étroite, plus les minima seront séparés. Et ça, c'est pas étonnant, parce que plus la fente est étroite, plus la diffraction va être importante, et donc plus les minima vont aller dans des directions qui vont être clairement séparées. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit que plus la distance est élevée, plus les minima seront séparés.
Donc ça, c'est pas du tout une surprise vu ce qu'on connaît sur la diffraction de Fraunhofer. Et puis on retrouve aussi que la longueur d'onde influence la figure de diffraction d'une manière similaire à la distance de propagation. Donc si vous avez compris ce qu'on a fait pour le cas d'une fente, le cas d'une ouverture rectangulaire ne devrait pas vous poser de problème. Alors ici, on a une dimension Lx suivant la direction horizontale, Ly suivant la direction verticale. Donc suivant x, on aura une fonction porte de largeur Lx, suivant y, une fonction porte de largeur Ly. La fonction porte totale, c'est le produit suivant x et y. Et donc, la transformée qu'on aura, c'est la multiplication de ce que j'ai suivant x et de ce qui m'est donné suivant y, donc la multiplication de sinus cardinaux. Alors encore une fois, ici, je peux multiplier dans l'espace de Fourier parce que mes variables, x, ma première porte et ma deuxième porte, jouent sur des variables différentes. Si ça jouait sur la même variable, dans ce cas-là, la multiplication directe ne serait pas possible, il faudrait que je prenne un produit de convolution. Donc, à partir de là, j'en déduis ma figure de diffraction. C'est un produit de deux sinus cardinaux pris au carré. Et là, on identifie bien, encore une fois, les facteurs de dilatation suivant x' et suivant y'. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'initialement, si Lx est plus grand que Ly, eh bien sur la figure de diffraction observée en régime de Fraunhofer, ce sera l'inverse qu'on aura. Ce qu'on voit bien, c'est que suivant x', la dilatation sera inférieure si Lx est supérieur à Ly. Donc on va avoir une inversion, une rotation de la figure de diffraction. Donc ça, si je reprends toujours la même vidéo, l'évolution de la forme d'une figure de diffraction en fonction de la longueur. Donc au départ, quand je suis proche, c'est la diffraction de Fresnel. Et puis, si je me place à une distance de propagation suffisamment longue, c'est le cas ici, eh bien, je suis dans le régime de Fraunhofer, et on voit, je garde toujours la même figure, mais avec des dimensions qui vont s'accroître régulièrement suivant x et y. Et là, initialement, ma fente était horizontale. Par la diffraction, eh bien, la figure, elle devient verticale. Donc, bien sûr, quand on a une telle figure, eh bien, on peut s'intéresser aux minima. On va réutiliser les mêmes formules qu'on a pu trouver pour la fente simple. Et, connaissant ces minima, on va pouvoir remonter à la taille physique de l'ouverture. Et pour finir, quelques photographies prises d'un ouvrage qui est l'Atlas des phénomènes optiques. Ici, une très belle figure de diffraction d'une ouverture carrée. Donc on voit bien une ligne verticale, une ligne horizontale, et puis un croisement aussi. On a des taches qui sont pas sur la verticale et pas sur l'horizontale. Et là, on voit bien qu'on a une ouverture carrée parce que les différents minima sont régulièrement espacés avec le même espace sur l'horizontale et sur la verticale. Et là, c'est désormais la tâche de diffraction d'une ouverture rectangulaire. Donc une photo, encore une fois, d'une très belle qualité. Et là, si je vous demande initialement mon ouverture rectangulaire, est-ce qu'elle est horizontale ou bien verticale? Eh bien, la réponse est que ma figure de diffraction me présente un rectangle plutôt horizontal. Donc, au niveau de ma pupille, ce que j'ai, c'est quelque chose de vertical.